Jean-Charles Bouchou, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, vous avez écrit de nombreux livres, notamment Les pervers narcissiques. Oui. Alors première question, est-ce qu'un pervers narcissique a forcément une sexualité déviante? Ah non, pas forcément. Ça n'a même a priori rien à voir. Ce que cherche le pervers narcissique, c'est à donner une très bonne image de lui. Alors après, dans l'intimité, qu'il puisse avoir une sexualité déviante, c'est possible, oui, bien sûr, mais ça ne se conjugue pas forcément ensemble. Voilà, donc il faut bien faire la différence entre la perversité dans la vie quotidienne et dans la sexualité. Oui, ça n'a rien à voir, oui. Le mot pervers, en fait, comme on l'avait appris à l'université, c'est prendre le but d'une pulsion ou son objet et le retourner en son contraire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il faut d'abord qu'on arrive à trouver une définition de la normalité. Ça va être difficile. Mais imaginons en termes de sexualité, par exemple... Mais vous êtes d'accord que la norme sexuelle, ça dépend de l'époque et de la culture, de toute façon. Oui, et même de chacun. Même de chacun. Enfin, oui. Mais malgré tout, il y a des grandes lois. Donc si on cherche ensemble une définition, ça pourrait être un échange de plaisir ou une tentative d'échange de plaisir entre deux adultes consentants. C'est ça. Donc le but, c'est le plaisir, l'objet, c'est l'autre, c'est l'adulte consentant. Alors c'est pour ça qu'il y a déjà deux choses sur lesquelles tout le monde sera d'accord, qui sont donc des sexualités déviantes, c'est-à-dire la pédophilie et le viol. Voilà. Puisque là, on est avec la perversion revient à changer le but, c'est-à-dire que plutôt que de vouloir échanger du plaisir, on va vouloir soit faire souffrir l'autre, soit l'assujettir, l'humilier, etc. Soit on en change l'objet, ça ne sera pas un adulte consentant. Ça pourrait être effectivement, si c'est un enfant, c'est la pédophilie. Et là, on est en plein dans la perversion, évidemment. Exactement. Alors après, il y a des sexualités qui sont un petit peu... hors normes, comme par exemple le sadomasochisme. Oui. Mais quand c'est entre adultes consentants, a priori, de quoi on se mêle, j'ai envie de dire. Pas. Sauf que parfois, ça va jusqu'à des excès physiques, si je puis dire. Oui. Et c'est là où on peut... où les gens se mettent en danger. Oui. Et c'est là où on est-ce qu'il revient à la société de nous protéger, à notre corps défendant? Je sais pas. C'est très compliqué comme question. Oui, puis en plus, c'est très d'actualité. C'est pour ça que je prends exprès l'exemple c'est très d'actualité, puisqu'aujourd'hui, on nous oblige à nous protéger contre notre propre volonté, ou pour le moins contre la propre volonté de certains, en portant un masque, en ne s'embrassant plus comme on l'a fait tout à l'heure. Nous sommes des délinquants. Non, mais Jean-Charles Bouchou, on n'a pas à parler de notre intimité, non, enfin voyons. Non, mais je crois que c'est vraiment important de bien comprendre que c'est très complexe la sexualité et que on peut pas. Alors, qu'est-ce qu'une sexualité déviante? Vous donneriez quoi comme définition? Donc la définition que je retiens, c'est si le but ou l'objet a été changé, c'est-à-dire que le but est autre qu'un échange de plaisir. Par exemple, dans le sadomasochisme, c'est malgré tout un échange de plaisir, puisque celui qui est masochiste demande à subir de la souffrance, c'est son plaisir. Donc on n'a pas à intervenir dans cette histoire, sauf effectivement si on estime qu'ils ne sont pas maîtres de leurs actes et qu'ils se mettent en danger. Ça, c'est une autre histoire. Alors, autre exemple, l'exhibitionnisme. A priori, ça excite et ça donne du plaisir. Oui. À partir du moment où, on impose à des personnes qui n'ont pas envie de nous voir, là, on pourrait parler. Où se joue l'exhibitionnisme. Si ça se joue dans un théâtre et que les gens ont payé pour venir voir ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça se joue dans la rue, effectivement, c'est inadmissible. Et là, on tombe sous le coup de la loi et on tombe sous le coup de la définition de la perversion. Et on voit par exemple en ce moment où les femmes ont presque plus le droit de bronzer les seins nus, alors qu'a priori la loi l'autorise. Oui. Et pourtant il y a des personnes qui considèrent qu'elles n'ont plus le droit. Donc c'est là où on voit bien que la société varie en fonction de l'époque. Oui, c'est incroyable, puisque on cherchait tout à l'heure une norme pour définir ce qu'était une perversion. On pourrait dire par exemple pour l'Église, vous ne pouvez avoir de rapport sexuel que pour faire un enfant à l'intérieur des liens sacrés du mariage. Donc tout rapport sexuel qui ne se ferait pas à l'intérieur des liens sacrés du mariage ou pour faire un enfant serait pervers. Et effectivement, vous avez raison, dans notre région, des gendarmes ont arrêté 3 femmes qui bronzaient torse nu. À Montpellier, hein. Oui, je ne sais pas où exactement, mais dans notre région, dans le sud. Et donc, au regard de la gendarmerie nationale, bronzer torse nu, c'est pervers. Alors qu'au regard de la loi, c'est parfaitement autorisé. Donc on se perd un petit peu là, on ne sait plus. Hein. Et d'ailleurs, on a le même problème avec la prostitution, puisque actuellement la prostituée n'est pas perverse puisqu'elle a le droit d'exercer son métier, mais le client qui y va est pervers puisqu'il est puni par la loi. Enfin, exactement, voyez, oui, c'est complexe. Ouais. On voit bien comment c'est un sujet très compliqué. Et alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est aussi de parler de la subjectivité de chacun, parce que on a tous nos limites. Et peut-être que pour certains, je ne sais pas moi, par exemple le libertinage,
mariage, c'est considéré comme une sexualité un peu déviante parce que c'est de l'infidélité, par exemple. Le libertinage, ça ne doit pas être de l'infidélité. Pour moi, ce qui est infidèle, c'est pas d'aller voir ailleurs. L'infidélité, pour moi, c'est de mentir à l'autre. C'est de lui faire croire que nous sommes fidèles. C'est encore autre chose. Normalement, les libertins sont entendus sur une certaine liberté, juste comme le dit le nom. Oui, mais je veux dire, pour un catho, vu de l'extérieur, ça peut être une sexualité déviante. Effectivement, ou pour un gendarme. Qu'est-ce que vous avez contre les gendarmes? J'étais choqué, parce qu'après, pour se défendre, ils ont dit oui, mais c'est quelqu'un nous avait demandé, parce que ça l'a choqué de voir des seins nus, et alors j'avais envie de leur dire, mais et si elle avait mis du rouge à lèvres et qu'on vous demande d'aller l'arrêter pour cette cause, est-ce que vous le ferez, quoi? On a des gendarmes qui sont à la solde des bonnes sœurs maintenant. Bon, vous avez compris, ça va être un sujet drôle finalement, oui, parce qu'il faut dans cette drôle émission. Et grave parfois, hein, parce que quand on parle de limite, il y a ma limite, il y a votre limite, il y a la limite de la société, et puis la limite encore d'autres sociétés qui nous entourent. Donc c'est assez difficile de se faire une idée, mais la première qui intervient, c'est votre limite à vous, parce que vous pouvez ne pas avoir envie de quelque chose, point final. Ça ne se discute pas, et évidemment la limite du partenaire qui demande à ne pas être touché à tel endroit. Donc on doit respecter absolument sa demande. Et alors je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre pour parler justement des époques. Par exemple la sodomie, elle a été longtemps considérée comme une sexualité déviante. Elle était même punie par la loi. Bon, alors évidemment on était très peu punis parce qu'il n'y avait quand même pas un gendarme au-dessus de chaque lit. Mais c'était au XVIIIe siècle par exemple, c'était considéré comme un délit, la sodomie. Donc on voit bien. Encore aux États-Unis, je crois, dans certains États, absolument. Donc on voit bien comment tout ça est complexe. Avec vous, on va en parler au 0826 300 et on commence avec François. Bonjour François. Bonjour. Bonjour, merci de réagir. Bon, là je crois que la personne ne dira le contraire. Vous avez donc envie de parler de l'abus qu'ont subi vos filles, c'est ça? Alors en fait c'est ça la limite, en fait, on parlait de la perversion, on parlait de la liberté, on parlait. Et seulement, ce qui peut se passer, c'est qu'on n'a pas tous vraiment les mêmes critères. Et on a l'impression que parfois, ce qui est bon pour nous serait bon pour les autres. Sauf que c'est pas vrai. C'est vrai ce que vous dites. Il y a du prosélytisme. Il y a beaucoup de prosélytisme dans la sexualité. Quand on est libertin, on a tendance à essayer d'encourager nos amis à l'être, etc. Oui, vous avez raison. C'est exactement ça. Alors, par contre, si deux adultes sont consentants, on ne peut pas vraiment donner une barrière parce que là, tout est possible. Et il peut ne pas y avoir de frein. Et à ce moment-là, on n'a nous pas vraiment à intervenir dans l'exécution d'un couple. Seulement, quand c'est pas voulu, quand c'est voulu que par une partie des gens, là ça se complique bien, quoi. Et ça m'est arrivé puisque je l'ai vécu dans ma chair. Et d'ailleurs on se rappellera puisque j'en avais parlé sur cette antenne de cette affaire. C'est intéressant que j'ai pu vous avoir au téléphone parce qu'il y a eu une conclusion qui est tombée comme un coup près très très lourd sur la personne qui va abuser de mes filles, puisque lui il avait confondu en fait le lit de ma plus grande, puisque c'était le compagnon de la grande, avec le lit des petits. Et qui était mineur à l'époque. Et en fait, il se permettait d'aller dans la chambre pour faire des attouchements, dans la chambre des autres. Seulement, si tant est, on a la limite, en définitive, c'est la justice qui l'a donnée. Parce que où est cette barrière de la perversion, on ne sait pas trop. Mais la justice, elle le sait. Oui, enfin, la justice, elle est votée par les hommes, par les citoyens. Hein. Justement, comment rien n'est écrit dans cette histoire, eh bien là, pour le coup, la justice l'a écrit, et l'écrit bien fort, en faisant tomber le coup près dont je parlerai sur la tête de ce jeune qui lui était adulte et qui a fait les attouchements. Ils lui ont dit, eh bien non, c'est pas parce que toi t'as envie que les jeunes filles ont envie. Et c'est ça toute la différence en fait. Bien sûr, c'est tout à fait ça la différence en effet. Oui. Restez avec nous François, on va réagir à votre témoignage qui pose bien le sujet et là je veux dire c'est de façon très claire. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Jean-Charles Bouchou et on essaye de mieux comprendre ce qu'est une sexualité déviante, avec vous bien sûr au 0826 300 300. François, vous témoignez, donc vous avez eu un beau-fix qui sortait avec une de vos filles qui était donc adulte. Il avait quel âge à l'époque ? Eh bien, il avait 20 ans, 19 ans, 50 on va dire. 20 ans.
20 ans. Et donc il sortait avec votre fille aînée, qui avait, je suppose, à peu près cet âge-là. Exact. Et il en profitait parallèlement pour aller à toucher et abuser sa sœur cadette. Alors c'est exactement ça. Ça s'est produit en plusieurs phases parce qu'il l'a fait quand la moyenne avait à peu près 18 ans, enfin un peu moins de 18 ans, elle avait 17 ans et demi. Et après, 1 an et demi après, il a recommencé sur la plus petite. C'est là où la moyenne s'est déclarée, quoi. Et la plus petite, elle avait quel âge ? Pareil, 17 ans, un peu moins de 17 ans. Donc là, on n'est pas dans des cas de pédophilie puisqu'elles ont plus de 15 ans. Mais on est dans des cas de harcèlement et d'abus sexuels. C'est du viol, oui. Sans dire le mot, c'est un viol. Oui. C'est du viol. Alors là où c'est important dans cette émission, c'est que je disais que c'est compliqué de mettre une barrière, de mettre des mots là-dessus. Mais c'est le procureur qui l'a fait le mieux. Quand ce jeune à la barre a dit mais moi je sais ce qu'elles veulent. Parce qu'il avait vraiment l'impression qu'il allait leur faire du bien. Et dans sa tête, il s'est levé, il a dit mais moi je sais ce qu'elles veulent. En macho, en véritable macho, le procureur s'est levé, et là il était tout rouge, le procureur. Parce que ils n'ont pas de notion du bien, du mal, ils ont des envies sexuelles, et bien voilà. Ce sont des gens qui sont capables de se dire tiens, aujourd'hui j'ai rien à foutre, je vais réhabiliter le droit de cuissage. C'est un peu ça, quoi. Et ce sont des gens dangereux parce qu'ils n'ont pas cette notion. Et je pense que c'est à nous, adultes, à les apprendre. Alors leurs parents, ses parents, je ne sais pas ce qu'ils lui ont appris à ce type, mais pas grand-chose a priori, quoi. Il y a deux choses l'une. Soit il a été emporté par sa pulsion et il a été incapable pendant le jugement de reconnaître ça, et donc il s'est enterré, si je puis dire, dans un déni. Ou alors il est pervers et il considère que de toute façon la femme est là pour satisfaire ses besoins, enfin ses envies. C'est exactement ça. Enfin, je sais pas. C'est exactement ça. Oui. Ah oui, non, mais c'est ça, vous avez tout résumé. Il considère que, voilà, c'est un moyen d'arriver à ses fins pour assouvir, justement, ses besoins sexuels, qui sont débordants, a priori. C'est des beaux garçons, hein, c'est un beau type, Kevin, un beau black et tout, il est magnifique, mais bon, après, il sait pas se freiner. Alors, la justice lui aura appris à se freiner parce qu'il a pris, d'une manière exemplaire, hein, vraiment quelque chose de cher. Il a pris 2 ans de prison avec sursis, il a pris une obligation de soins. Il peut pas se partir en vacances quand il veut. Il doit pointer à la gendarmerie. Il a pris vraiment cher parce que justement, il a eu l'autocruisance de dire au tribunal moi, je sais ce qu'elles veulent. En mode, je sais ce que les femmes veulent. Quoi. Moi, je le sais. Elles ne savent pas, donc je vais leur apprendre. Et ça, c'est terrifiant, quoi. Il y a encore des hommes, et c'est pour ça qu'il est important de continuer à évoquer tous ces sujets, et il y a encore des hommes qui ont tendance à considérer que leurs désirs sont des réalités. En tout cas, ce sont des réalités, mais doivent être satisfaits. Oui, ils vivent dans un fantasme, ils prennent leur fantasme pour de la réalité. D'ailleurs, on peut faire la distinction entre pervers et psychopathe. Le pervers, c'est celui qui transgresse. Il connaît la loi, mais il se croit plus fort que la loi. Alors que le psychopathe ne connaît même pas la loi. Et c'est le cas de ce jeune homme. Il est au-delà du pervers. Il a basculé du côté de la folie. C'est assez proche, et surtout de l'inconscience, on va dire. Parce que c'est un psychopathe. Oui, parce qu'un pervers, il aurait pas donné cette excuse-là. Il aurait dit, elle l'avait cherché, elle l'avait voulu, ou des choses comme ça. Alors que lui, là, il cherche même pas à se défendre. Il dit, je suis tout puissant, je sais ce qui est bon pour les autres. On voit qu'il a disjoncté. C'est très net. Alors, et il y a à craindre que ça vienne d'une éducation où il n'y a pas appris la frustration, parce que c'est toujours la même histoire. Quand un enfant a tous les droits, c'est compliqué après, en tant qu'adulte, à se frustrer et à considérer qu'on n'a pas tous les droits sur les autres. Et vous dites le vrai, puisque je connais la famille, hein. Et effectivement c'est ça. Le père est pas loin de ça. C'est bon, les filles, tout se ressemble dans cette famille. C'est pas très joli à voir. C'est une réalité. Donc effectivement, s'il n'y a pas cette éducation, on va pas loin, quoi. S'il n'y a pas les bases. Et a priori, les bases n'ont pas été jetées.
Oui, ben c'est au début qu'on apprend à ne pas avoir tout ce qu'on veut. Parce que l'enfant, lui, je crois que c'est Freud qui disait que c'était un pervers polymorphe. Oui, le petit enfant, pour lui, c'est pas grave. La phrase de Freud est didactique, en fait, pour nous aider à comprendre. Le petit enfant, s'il a envie de mordre, de cracher, de se tripoter, il le fait. Il ne transgresse pas puisqu'il ne connaît pas la loi. Mais bon, Freud avait dit que c'est un pervers polymorphe, et par la suite, on va lui apprendre qu'il y a des limites, des choses qu'on ne peut pas faire, à contenir sa pulsion, à la diriger vers des buts autorisés par la société, et même agréables aussi. Tout ce qui est du côté de la création, de la créativité, c'est comme ça qu'on peut utiliser sa pulsion. Ça va, vos filles vont bien, François ? Elles se sont remises de leurs émotions, pas tout à fait, parce qu'on s'en remet jamais d'un viol, puisque vous parliez d'un viol, et c'est exact, on ne s'en remet jamais vraiment. Cela dit, bon, elles avaient des bonnes bases, j'ose espérer, et bon, oui, elles vont s'en sortir, mais c'est pas simple, c'est vraiment très compliqué, très compliqué. Voilà. Mais bon, on y arrive, parce qu'ils ont le soutien du papa, donc ça aide beaucoup, croyez-moi. Ça, puis le fait que le garçon ait été condamné, ça doit les aider, parce c'est très important de reposer la loi. Mais de bien la poser, comme ça a été fait dans votre histoire. Elles savent qu'il y a eu transgression, que normalement elles sont protégées, que ça ne se représentera plus. Vous avez tout dit là, et c'est pour ça que voilà, je voulais intervenir, parce que j'allais dire aux jeunes filles, n'hésitez pas, la police est là, la justice existe, je l'ai vécu. C'est une affaire qui est même parue dans la dépêche au mois de décembre. Oui, mais surtout François, quand je suppose qu'elles se sont plaintes à vous. Et vous les avez tout de suite écoutées. C'est ça la première réparation pour vos filles. C'est ça, exactement. Je l'ai fait parce que je les aime, donc ça n'a pas été vraiment difficile à faire. Alors que la maman ne les a pas écoutées. Ça a été un peu plus compliqué. Ça, c'était un drame supplémentaire. Oui, ça c'est beaucoup plus embêtant. C'est l'horreur. Bon. Oui, parce qu'il y a des parents qui, par peur du scandale, etc., ont tendance à vouloir étouffer l'affaire, alors que c'est ça qui fait beaucoup de mal aussi. Alors qu'au contraire, je dis aux jeunes filles, allez-y, si ça vous arrive, n'hésitez pas. Il existe des systèmes, profitez-en. Nous, on a montré le chemin. Ça n'a pas été simple pour mes filles de se mettre en avant comme ça, devant les amis, devant tous ceux qui connaissent. Ça n'a pas été simple pour elles. Mais ils sont parvenus avec le soutien du papa. Et maintenant, les jeunes filles, si on a tracé un chemin, allez-y, n'hésitez pas. Si les garçons vous embêtent, bon, d'abord, mettez-leur un coup de genou dans les... Et ensuite, allez voir les institutions, parce que ça existe et ça marche. Ça marche bien aujourd'hui, c'est formidable. Oui, la justice existe. Merci François de votre témoignage, merci beaucoup. Sud Radio. En compagnie de Jean-Charles Bouchou, psychothérapeute, on évoque les sexualités déviantes. Michel est avec nous, vous avez une question à nous poser sur un événement que vous avez... Oui. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour, je vous en prie. Alors, je ne suis pas du tout... libertin, ni eu d'expérience de ce genre-là. J'ai été marié 15 ans, j'ai eu 3 enfants. Je me suis remarié sur le tard avec une femme. Et c'est un mariage qui a duré une quinzaine d'années. Mais j'ai une petite particularité de temps en temps. Pour vérifier mon excitation, j'aime bien aller sentir la lingerie féminine, que ce soit celle de ma femme ou, en l'occurrence, comme ça se passe chez moi, je vais un petit peu renifler dans le linge sale de temps en temps. Sans évidemment le dire. Mm-hmm. Et il se trouve que j'ai fait cette chose avec le linge de ma femme et le linge de sa fille qui avait 24 ans et qui s'est douté que je rentrais dans la salle de bain et qui m'a surpris en train de faire ça. Mm-hmm. Ma femme m'a mis à la porte immédiatement. Au bout de 15 ans de mariage et j'ai été traité de pervers, incestueux, alors que je n'ai jamais fait de harcèlement. J'avais un excellent rapport avec ma femme, avec sa belle-fille. C'était un petit défaut personnel, si je puis dire. Voilà. C'était...
Je ne sais pas quoi faire avec ça. Oui, bien sûr. Mais en fait, Michel, la difficulté, c'est toujours comment l'autre va interpréter ce qu'on fait. Et c'est vrai que tant que c'est la culotte de votre femme, bon, après tout, on sait que l'odorat est un sens développé chez l'homme. Bon, il n'y a rien à dire. Après tout, chacun a les fantaisies qu'il a envie d'avoir. En revanche, quand c'est la culotte de votre belle-fille, à la limite, si personne le sait, si personne le voit, et après tout, est-ce que vous avez fantasmé sur votre belle-fille au moment où vous reniflez sa culotte ? On pourrait à ce moment-là considérer déjà qu'il y a une perversion. Si c'était juste parce qu'elle était là et que bon... vous voyez la nuance. Et ça pouvait être une invitée à la maison ou oui, ça aurait pu être n'importe quelle femme. C'est l'odeur du féminin finalement qui vous a excité. On est d'accord. C'est ça qui un petit peu pour voir où j'en étais. Bon, donc ça c'est votre fonctionnement. Je veux dire, ça ne fait de mal à personne. Il n'y a pas de problème. En revanche, le fait d'avoir été surpris. Ça a choqué votre femme, enfin votre ex-femme, et ça a choqué sa fille parce que tout de suite il y a eu le fantasme que vous étiez en train de vous exciter sur votre fille ou votre belle-fille, pardon. Vous voyez, et c'est ça qui a posé. Je pense que c'est ça qui a posé problème. Oui. Jean-Charles Bouchou, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Il y a tellement de choses à dire, énormément de choses à dire. Bon, d'abord, il est évident que les odeurs participent de notre excitation, ça c'est certain. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parliez du premier baiser, pour moi ça semble fondamental parce qu'on découvre au-delà du baiser le goût et l'odeur de l'autre. Bien sûr. Ensuite se pose la question du fantasme. On est tous traversés par des fantasmes et on peut avoir des fantasmes parfois étonnants, mais personne ne le saura jamais. Parce que le fantasme, c'est par essence le lieu de l'intime, c'est à l'intérieur de moi. Je peux fantasmer sur ma voisine, mon épouse ne le saura jamais, et même à la limite ça peut permettre de conserver un couple plus équilibré, à condition bien évidemment de ne pas aller en parler. Si je veux dire à mon épouse que je fantasme sur ma voisine, je vais avoir de gros problèmes. Donc là vous fantasmez sur l'intime de votre épouse et de votre belle-fille. Le problème c'est pourquoi est-ce que la porte de la salle de bain n'était pas fermée ? Elle est là la question. Et puis à un moment donné, je crois que c'est bien aussi de s'empêcher. C'est-à-dire de dire, ouais, ok, ma belle-fille, elle est très jolie, elle pourrait me plaire, mais elle reste ma belle-fille. Elle n'est donc pas dans l'ordre des choses qui pourraient arriver. Donc il y a là un problème de limite et un problème de porte qui aurait dû être fermée aussi. Pourquoi est-ce que la belle-fille peut rentrer dans la salle de bain quand vous y êtes ? Le problème, il est antérieur aussi. La porte restait fermée, et c'est à force de se douter. Elle avait placé un téléphone pour filmer et c'est ainsi que j'ai été pris sur le fait. Oui, donc le problème, il était antérieur. Comment est-ce qu'on peut aller placer une caméra dans les toilettes au moment où vous y allez ? Il y a déjà quelque chose d'inadmissible à l'origine. Voilà. Oui, mais si elle se doutait de quelque chose, c'est peut-être que votre comportement lui laissait aussi elle l'avait penser. Senti. Vous voyez, c'est là où il y a quand même une limite un peu floue pour nous. Mais après, si vous vous sentez pas bien avec tout ça, ça vaut peut-être le coup d'aller en parler à quelqu'un, une ou deux séances, et puis vous allez faire la paix avec vous-même. Oui. Parce que je pense que si vous nous appelez, c'est que quelque part, oui, vous êtes un peu encombré par ce qui s'est passé, d'autant que ça a provoqué un drame, visiblement, puisque votre femme vous a quitté. Oui, une rupture immédiate, absolument. C'était sans doute le but de la fille, c'était de vous séparer. Peut-être est-ce qu'elle voulait retrouver sa place de fille unique auprès de sa mère. Il y a quelque chose qui est vraiment pas clair dans cette histoire et qui, à mon avis, est antérieur à la problématique. Parce que je vois pas comment une enfant de 24 ans, peut installer une caméra dans la salle de bain pour surveiller ce que vous faites. Déjà, elle n'est pas claire. Oui. Bon. Parce que c'était pas la première fois que vous renifliez sa culotte ? Ça s'est fait plusieurs fois. Et bon, je savais que je bravais un interdit. Et c'est un peu comme voler dans un magasin et le faire jusqu'à ce qu'on se fasse prendre, quoi. Sachant que c'est mal.
Oui, ce qui veut dire que vous sentiez bien que c'était interdit et que c'était pas bien de le faire. Je sentais que c'était pas bien et qu'il fallait surtout pas que ça se sache, parce que c'était vraiment quelque chose de très personnel, un fantasme. Voilà. Et à partir du moment où ça s'est su, c'est devenu une catastrophe. Mais à part ça, je vais très bien. Depuis, ça ne me reprend plus. Je ne non, mais je crois, Michel, que d'avoir envie, je veux dire, de renifler la culotte sale d'une femme, c'est quelque chose de très fréquent. Il y a des stars de porno qui vendent leurs culottes très chères, des culottes évidemment usagées, et qui vendent des culottes très chères et qui gagnent de l'argent grâce à ça. Donc cette pratique olfactive, rassurez-vous, elle n'a rien de perverse. La difficulté dans votre témoignage, c'est ce rapport à cette belle fille qui pose un peu problème. Mais en même temps, elle a 24 ans, vous êtes entre adultes, vous voyez, donc il n'y a pas eu d'abus. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui est un petit peu trouble. C'est pas clair. Voilà. C'est à chercher du côté de l'intime. Est-ce qu'on vous a autorisé, quand vous étiez enfant, d'avoir une intimité? Elle, de son côté, comment est-ce qu'elle peut se permettre à ce point de transgresser votre intimité en vous filmant dans la salle de bain? Je crois qu'il y a un travail familial à faire. Vous avez un travail de votre côté à faire, elle aurait un travail à faire, elle aussi. D'accord. Voilà ce qu'on peut vous dire, Michel. J'espère que ça vous aide. Oui, je vous remercie. Mais je vous en prie, on est là pour ça. Et c'est vrai que on est là, en effet, dans quelque chose qui est un petit peu déviant, osons le dire. Il y a quelque chose. Il y a une frontière qui a été transgressée. Et alors, on ne peut pas parler de viol, évidemment, puisqu'on parle de lingerie. Mais il y a quand même un contexte qui est assez étonnant, pour le moins. Sylvie est avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte. Donc vous êtes en couple, vous, depuis le mois de juin. C'est ça. Et en fait, avec un homme extrêmement doux et attentionné. Oui. Et depuis quelques semaines, lorsque nous avons des rapports sexuels, il est assez vulgaire. Il me traite de nom d'oiseau que je n'accepte pas. Et on a une conversation là-dessus ensemble. Et j'ai l'impression que depuis, ça s'exerce. Ça s'aggrave, oui. Exactement. Et il se lâche. Oui, complètement. Et qu'il prend un malin plaisir. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est tellement incroyable à côté de ça. Mais dès c'est comme si son visage même s'est transformé, ça vous fait peur? Un petit peu. Un petit peu. Et je ne sais pas comment aborder le sujet avec lui pour que enfin ça cesse, ou essayer de trouver un compromis. Donc j'aurais besoin de vos lumières. Oui, parce que vous, du coup, ça vous coupe complètement votre excitation et votre désir. Complètement. Oui. Lui, alors il faudrait savoir si il le fait parce que ça l'excite ou s'il le fait pour vous humilier. Vous avez une idée? En fait, quand on a essayé d'en reparler après, il évite le sujet, donc j'en ai absolument aucune idée. C'est très perturbant. Et il le faisait pas au début, du tout? Non, du tout. Il l'a fait quand il a commencé à se sentir en confiance avec vous, quand vous avez commencé à vous installer ensemble? Il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment donné? Je pense que c'est au moment où on a commencé à se dire je t'aime, oui. D'accord. Oui, alors on a tous en nous un petit côté Jekyll et Hyde, quelque chose de beau qu'on a envie de montrer, puis quelque chose de moins beau qu'on a envie de cacher. Alors chez le schizophrène, ça prend les proportions qu'on sait, justement, de l'histoire de Jekyll et Hyde. Chez le pervers, c'est très clivé, coupé en deux. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre partie un peu noire? C'est une belle question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut en faire des tas de choses. On peut en faire, y compris de la création. Les écrivains projettent leur partie noire sur le papier. Donc là, vous êtes avec quelqu'un qui, à un moment donné, semble parfait, puis qui, à un autre moment, a besoin d'exprimer sa grossièreté. Il y a des gens qui ça pourrait plaire. Je pense qu'il y a des gens. Femmes, oui, bien sûr. Ça, j'en suis certain. Il y a des femmes que ça exciterait. Oui. Si ça vous plaît pas, s'ils n'arrivent pas à changer, c'est tout simplement que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Je vois pas d'autre chose à répondre.
Vous pouvez lui demander d'arrêter. Soit il va vous entendre, soit il va pas vous entendre. Mais s'il vous entend, qu'est-ce qu'il va faire de cette partie noire? Elle va ressurgir ailleurs. Il y a quelque chose qui colle pas. Et apparemment, à vous entendre, il n'a pas envie de changer. Enfin, en tout cas, je l'ai pas perçu dans votre discours. Et vous avez pas envie que ça continue. Il y a donc une impossibilité. Alors, il faudrait peut-être déjà que vous vous compreniez l'un l'autre, Sylvie. Peut-être que c'est un homme qui est adorable, mais que sexuellement, ce qui l'excite, c'est d'être avec une femme un peu vulgaire, et donc il vous traite de nom d'oiseau pour qu'il ait l'impression d'être avec ce genre de femme. Donc, par exemple, je pourrais pas, imaginons, à mon tour, peut-être employer des termes qui peut-être ne me plaisent pas, mais pour moi, je sais pas, peut-être le retrouver à mi-chemin ou... Non, mais je crois que c'est important que vous puissiez ensemble en parler pour voir s'il y a moyen que ça s'adapte ou pas. Parce que si ça ne s'adapte pas, en effet, je suis d'accord, vous n'avez rien à faire ensemble. Mais peut-être que si vous comprenez que c'est pas pour vous humilier, que c'est pas pour vous salir, mais que c'est parce que lui, pour être puisque c'est après que vous vous soyez dit je t'aime, donc c'est quand même intéressant à analyser. Hein, c'est au moment où vous vous dites je t'aime, donc ça y est, vous êtes pour lui la femme de sa vie. Mais pour arriver à être excité et à baiser la femme de sa vie, il a besoin qu'elle soit plus une chienne, hein, pour utiliser un mot. C'est exactement le genre de terme qu'il emploie. Ben oui, je m'en doute bien, je comprends bien. Mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas pour vous humilier, c'est pour s'exciter. Ce qui est pas la même chose. Mais après, je peux comprendre que ça soit pas supportable pour vous. Attention, hein, je vous dis pas de l'accepter. Sylvie, elle pose sa limite. Elle pose sa limite et lui n'est pas capable apparemment de l'entendre. Il est là le problème. Il est là. Ah oui. Mais il y a peut-être une incompatibilité d'humeur, tout simplement. Oui, bien sûr. Mais moi, j'essaye d'expliquer à Sylvie pour qu'elle puisse en faire quelque chose. Si lui était capable de l'entendre, si vous disiez, bon, il s'est retenu pendant quelque temps, il essaye de changer, puis ça revient, là, on pourrait dire il peut consulter. C'est-à-dire qu'il a le désir de changer. Ça, je l'entends pas du tout. Oui. Je l'entends pas du tout. Dans le désir de changer, effectivement, peut-être que le fait d'avoir dit je t'aime ou de s'être entendu dire je t'aime le met en danger parce que quelque part à l'intérieur de lui, il se sent pas aimable. C'est possible, et à ce moment-là, il a besoin de salir quelque chose pour pouvoir aller mieux, j'en sais rien. Mais visiblement, il n'y a pas de volonté de changer. En tout cas, moi je trouve, Sylvie, parce que vous avez l'air de vous êtes dit je t'aime, donc c'est quand même important d'aller au bout de votre histoire. Peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins essayer d'aller au bout. Moi, je vous conseillerais d'aller tous les deux consulter ensemble. Oui. Pour pouvoir mettre à plat devant quelqu'un qui va poser les bonnes questions et qui va vous expliquer, comme j'essaye de le faire, qu'est-ce qui se joue sexuellement à ce moment-là. Mais est-ce qu'il en a la volonté? S'il vous aime, il acceptera d'aller rencontrer quelqu'un. L'injonction thérapeutique, ça marche pas. La matière première quand on fait une thérapie, c'est le désir de changer, le désir d'avancer. Faire une thérapie pour faire plaisir, on le sait en justice, hein, vous avez des juges parfois on l'a entendu tout à l'heure, le monsieur dont les filles ont été violées, celui qui a été condamné, il était condamné à, j'ai cru entendre, 2 ans avec sursis. Oui, mais surtout à faire une thérapie. Je suis désolé, mais ça marche pas. Oui, je sais ça marche pas parce qu'il n'a pas la volonté. Est-ce qu'il a peut-être pas envie de quitter Sylvie, donc il aura peut-être envie d'aller consulter. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il changera sa sexualité. Mais bon, enfin écoutez, moi je pense que ça vaut le coup d'aller au bout. Est-ce que vous pensiez qu'il accepterait si vous lui demandiez? On n'a pas du tout abordé ce sujet-là, mais je pense sincèrement qu'il m'aime. Donc comme le sujet n'a pas été abordé, si jamais, comme vous le dites, ça m'attristerait énormément de me rendre compte qu'il n'a pas envie de faire cette démarche-là pour moi. Mais si jamais je sens un vrai désir de sa part, je me dis que je vais peut-être suivre le conseil de Brigitte et en parler avec lui. En tout cas, je pense surtout, Sylvie, que vous n'aviez pas tout à fait compris ce qui se passe entre vous. Donc déjà, ça va vous aider à pouvoir communiquer mieux sur le fait que c'est difficile pour vous et que ce n'est pas supportable pour vous. Peut-être que vous ne l'avez pas dit assez clairement non plus. Et c'est ça, oui, parce que je n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Et vous êtes restée un peu silencieuse. Et comme vous êtes restée silencieuse, il a cru que ça vous plaisait ou en tout cas que ça ne vous dérangeait pas. C'est possible aussi. Oui, il y a de fortes chances, oui, en effet. Merci beaucoup d'ailleurs. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Et surtout ne pensez pas que c'est
enfin que c'est une manière de vous rabaisser. Hein. Après, c'est vrai que ça peut, quand on s'y attend pas, en plus, ça peut être particulièrement choquant. Oui. Tout le matin au réveil, c'est assez particulier. Mais un grand merci. Je vous en prie, Sylvie. Merci à vous. Bonne journée. On va faire une petite pause, Jean-Charles Bouchou, puis on se retrouve dans un instant, toujours avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. On voit bien à quel point la communication dans la sexualité, c'est pas toujours simple. C'est pas simple, mais c'est nécessaire. C'est indispensable. Il est absolument important de parler avec l'autre et de lui demander où sont ses limites, de lui dire où sont nos désirs aussi et nos limites. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. Mais quand on s'aime, on a du mal parfois à évoquer la sexualité. Et pourtant, entre l'amour et la sexualité, il y a parfois un grand ça serait bien que la sexualité soit l'expression de l'amour. C'est pas toujours le cas, mais c'est le rêve en tout cas. Alors là, on est loin du sujet du jour. Hein. Excusez-moi. Allez, on se retrouve dans un instant. Monsieur Bouchou, que pourriez-vous dire? Monsieur Bouchou va parler. Donc oui, je suis d'accord avec Brigitte Lahaye pour ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que effectivement, on fait souvent du pervers narcissique le centre du débat. Et souvent, quand on m'appelle, notamment dans les émissions, on parle du pervers narcissique sans cesse. Et le message que toujours je renvoie, c'est vous qui devez redevenir le centre de votre propre histoire. Et à un moment donné, ce qu'a très bien dit Brigitte tout à l'heure, qu'est-ce qui vous fait envie? De quoi est-ce que vous avez envie? Vers quoi vous avez envie de tendre? Et là, vous nous amenez sur un deuxième terrain qui est très intéressant aussi, qui est celui de la rupture. Il faut que nous apprenions à couper et à tourner la page. Quand on se sépare de quelqu'un avec qui même si ça s'est bien passé d'ailleurs, quand ça s'est bien passé, c'est bien de laisser passer un temps de latence avant de se revoir comme amis. Et quand ça s'est mal passé, souvent, ça vaut le coup de couper la relation et de renoncer à vouloir créer un lien amical parce que ça marche pas, tout simplement, ça marche pas. C'est une grosse entrave. Donc, pour le moins, séparez-vous pendant quelques temps, quelques années, avant d'envisager de vous revoir. Et vous savez, les personnes qui se disent je vais couper, puis dans 2 ans je reviendrai, nous serons amis, 2 ans après, n'ont pas du tout envie de revenir, quoi. C'est-à-dire que ça a passé. Il faut laisser au deuil le temps de se faire. Il faut laisser au deuil le temps de se faire. D'accord, oui, c'est vrai que je le voyais pas comme ça. C'est vrai, pour moi, c'était rester à l'amiable, mais lui, il le conçoit pas du tout. En fait, mais Zinette, c'est très difficile de toute façon de passer d'une relation amoureuse à une relation d'amis. Il faut du temps, ça c'est sûr. Et puis je crois qu'il y a une chose peut-être importante, et je vous le dis pour vous, mais je crois qu'on pourrait le dire pour tout le monde. La rupture, elle provoque un vide. Et c'est ce sentiment de vide qui souvent nous fait peur. Et quand on a un peu plus encore peur du vide, ce qui semble être un peu votre cas, puisque vous dites bien que vous avez un problème avec l'attachement, vous vous accrochez d'une certaine manière encore à lui, c'est certainement parce que il y a la peur de vous retrouver seul, la peur et c'est cette peur-là qu'il faut apprivoiser, parce que au fond, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez d'être un petit peu perdu. Oui, puis il y a une autre chose aussi, c'est que vous nous le présentez comme quelqu'un qui met en place des mécanismes pervers narcissiques, mais avec qui vous auriez une sexualité parfois intéressante. Alors je comprends pas l'idée de se séparer, c'est-à-dire donc de renoncer à la sexualité pour rester ami avec quelqu'un qu'on décrit comme étant pervers. Il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas. Donc vraiment, en fait, la question que vous posez, c'est la question de la capacité à entamer un deuil et à rompre un lien. Et qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces pâtes? Eh bien, des tartes, bien sûr. Sucrées, salées, des quiches, des tours. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Sud Radio, Brigitte Lahaye, le Love Conseil. Alors Jean-Charles Bouchou, on va parler des besoins et des envies. C'est vrai qu'on parle souvent des hommes qui ont des besoins sexuels, alors que on sait que c'est pas un besoin. Même si moi personnellement, je suis pas choquée par ce terme besoin sexuel. Parce que on peut aussi à ce moment-là dire qu'on n'a pas besoin de téléphone, qu'on n'a pas besoin de. Enfin bon, c'est vrai que ce n'est pas un besoin vital. Si, c'est un besoin vital. Je crois qu'à un moment donné, il y a un besoin vital de pouvoir exprimer sa pulsion, c'est-à-dire cette énergie qui nous habite. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on va l'exprimer ? Bien sûr, bien sûr. Si vous écrivez un livre, vous exprimez votre pulsion sexuelle. Si vous peignez un tableau, vous exprimez votre pulsion sexuelle, vous voyez ? Donc il y a le besoin d'exprimer cette énergie. Et effectivement, la sexualité est la première chose qui se présente à nous.
Alors, je voudrais quand même, et c'était le principe de ce Love Conseil, c'est d'expliquer un peu la différence entre besoin et envie, parce que ça peut permettre justement d'éviter des conflits dans les couples au sujet des relations sexuelles. Alors, je vais prendre un exemple. On a envie de chocolat. Et si par exemple il est 8h du soir, qu'on a zappé le déjeuner de midi, notre envie, c'est presque un besoin de calmer une faim. Oui. On est d'accord. On est dans quelque chose qui est plus de l'ordre du besoin que de l'envie. Et on peut se servir de cet exemple pour parler de l'envie sexuelle qui peut devenir un besoin quand elle est particulièrement forte, voire même envahissante. Néanmoins, il reste la masturbation pour satisfaire ce besoin. Qui ne rend pas sourd. Ah bon ? Faut le préciser. Qu'est-ce que vous dites, pardon ? Ça marche à tous les coups. Attention, parce que, alors d'accord, on parle du besoin, mais si l'envie sexuelle est un besoin d'appartenance, un besoin de se sentir aimé, là, la masturbation, elle ne pourra pas pallier ce besoin. Au contraire même. On est d'accord. Elle va nous isoler. Voilà, et donc je crois que c'est vraiment important dans un couple de communiquer ensemble sur cette notion de besoin, parce que derrière notre besoin de faire l'amour, très souvent se cache une envie de fusion, une envie d'avoir l'impression que tout va encore bien, qu'on est aimé, etc. Et souvent, on utilise le terme besoin parce que quelque part, il engage moins, il nous montre moins dans notre fragilité. Et je pense que les hommes qui disent j'ai besoin de faire l'amour, c'est parce qu'ils osent pas dire je t'aime tellement que j'ai besoin que tu me montres que tu m'aimes. En acceptant de faire l'amour. Quand on a moins de rapports sexuels, on s'imagine que l'autre ne nous désire plus, donc il n'a plus envie de nous, donc il risquerait bien de nous laisser tomber rapidement ou de nous remplacer. Il y a une grande inquiétude qui naît à ce moment-là. Voilà, donc tout ça pour vous dire, mesdames, que le besoin sexuel de certains hommes, attention, se cache parfois une peur de ne pas être assez aimé, de ne pas être assez viril. Donc, soyez plus indulgente quand il vous dit qu'il a besoin de faire l'amour. Vous êtes d'accord ? Oui, il vous dit j'ai besoin de toi. Exactement. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de satisfaire son besoin immédiatement non plus, qu'on se comprenne bien. Demain, on sera avec Sophie Cadalen, qui est psychanalyste, Jean-Charles Bouchot, et on va évoquer le bonheur. Et est-ce que le bonheur, finalement, c'est pas le juste équilibre entre nos désirs et ce fameux principe de réalité ? Ah oui, c'est sûr que quand on sort du principe de réalité, on est un petit peu là dans la folie. Et le bonheur devient difficile à atteindre. Mais je sais pas, les bouddhistes disent que le bonheur se trouve dans l'abandon de ses désirs. Oh bah alors, une vie sans désir, je sais pas si ça me donne envie d'être bouddhiste. Je sais pas, ils sont au-delà de leurs désirs. C'est-à-dire qu'ils sont dans une jouissance permanente et constante. N'est-ce pas ? Le Bouddha jouit sans cesse. Il jouit du simple fait d'être là. N'est-ce pas ? Bon, j'ai encore du chemin à faire. Il y a du travail. Il y a du travail, on est d'accord. Émilie, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez un métier particulier, Émilie, puisque vous êtes escort girl. Effectivement. Et effectivement, c'est un métier, Brigitte. Mais oui. Un travail. Et oui, c'est un métier. Parce qu'on n'a pas toujours envie d'aller au travail. Exactement. C'est un travail comme un autre. Voilà. Bien. Donc, moi, je voulais vous. Et puis, c'est un travail qui fait du bien aux autres. Oui. Oui, et qui peut être, comment dirais-je, interpellant pour nous aussi. D'ailleurs, c'est à ce sujet-là que je vous appelle. Oui. J'ai eu une expérience avec un client qui était un habitué. Et donc, tout se passait très bien. Et donc, un jour, il vient me voir. Donc, on s'affaire. On va dire, on s'affaire à ce qu'on doit faire, voilà. Mm-hmm. Et à un moment donné, il me stoppe. Et il me dit, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Donc je dis oui. Il me dit, voilà, dans une vie précédente, j'étais magicien et j'étais un salaud. J'ai violé ma femme, je l'ai frappée. Et voilà, et elle a eu le courage de me quitter. Et voilà, et il s'est mis à pleurer comme un gamin. Et moi, je me suis retrouvée très bête. Parce qu'il m'avait envoyé cette parole qui était, on va dire, je pense qu'il n'en avait jamais parlé à personne. C'était, si je peux me permettre, une manière de se décharger. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de mal, je ne savais pas comment réagir. Et je trouve que toutes ces femmes et hommes qui
qui arrive à travailler avec les harceleurs, les violeurs, c'est un travail mais hallucinant, parce qu'on doit soi-même ne pas se projeter, puisque vu à la base, je suis une femme, donc on m'a toujours dit qu'il faut faire attention aux garçons. Après, avec mon métier, on doit prendre certaines précautions. Donc, on est toujours des victimes potentielles. Et c'est vrai que quand on se trouve face à un coupable et en plus qui nous balance ça et qui, comment dirais-je, qui est dans la repentance. Alors, Émilie, avant d'expliquer pourquoi il vous dit ça et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti quand il vous dit ça ? Vous avez eu peur ? Vous avez eu de l'empathie ? Vous l'avez méprisé ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Un peu tout, en fait. Sur le coup, j'étais un peu stoïque. Et quand il est parti, j'en ai presque voulu de m'avoir dit ça. Oui, parce qu'au fond, c'était quelqu'un de plutôt sympathique. C'était un client que vous aimiez bien, avec qui vous aviez de bons contacts. Et tout d'un coup, il vous montre sa face de sombre. Hein. Absolument, oui. Et vous l'avez revu ensuite ou... Non, il n'est plus jamais revenu. Non. Non. Mais vous avez servi d'exutoire. Et il vous le dit. C'est pour ça que je faisais ce jeu de mots sur la décharge. Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et je crois que c'est le rôle souvent c'est vos rôles souvent vous offrez à un homme la possibilité de se livrer, de se décharger totalement. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas toujours évident. Mais de recevoir ça. Si vous l'avouez, c'est difficile. Si vous l'avouez, c'est que quelque part, il avait besoin de se confesser, hein. Oui, mais c'est exactement ce à quoi je pensais. Si vous voulez vous confesser, si vous voulez vous décharger, vous allez voir un prêtre, un psychanalyste ou une escort girl. Et alors, il y a d'autres métiers qui ressentent ce que vous ressentez. Vous avez aussi les masseurs, quelquefois, qui en parlent. C'est-à-dire que quand quelqu'un est massé, parfois, quelque chose se dénoue, c'est le cas de le dire, et il y a des paroles qui sortent, et les masseurs ou les masseuses sont pas toujours prêtes à l'entendre. Peut-être est-ce qu'il faudrait faire une formation de psychothérapeute pour devenir escort girl, pour vous préparer à ça. On l'est quelque part. Oui, bien sûr, j'en suis certain. Vous apprenez sur le tas, mais comme les gendarmes d'ailleurs aussi, barman. Comme les coiffeurs, comme les chauffeurs de taxi. Enfin, je veux dire, à force d'écouter des confidences de gens, et souvent d'ailleurs, par exemple, les chauffeurs de taxi, ils vont entendre des choses parce que justement le client il est juste de passage et tout d'un coup il y a quelque chose qui sort. Et puis on sait que c'est gratuit dans le sens c'est gratuit entre guillemets. Hein, je n'ai pas relevé, Lily. Dans le sens où on ne reverra plus jamais la personne. Oui, bien sûr. Où justement on la paye pour qu'elle entende ça. Mais dites-vous une chose quand même, ça lui a fait du bien de vous le dire. Oui, je pense, oui. Et après tout, c'est pas votre histoire. Oui, et c'est bien que vous, à votre tour, vous puissiez le dire à l'antenne. Parce que vous vous en libérez. Nous, les psychanalystes, nous allons voir un confrère régulièrement pour parler de ce que nous avons entendu et nous décharger à notre tour parce que ça fait beaucoup. Donc, votre parole est bienvenue ici, en tout cas. Tout à fait. Mais je pense que c'est un besoin. Je crois qu'on a besoin aussi d'une certaine forme, entre guillemets, de solidarité. On a besoin nous aussi de nous faire aider ou de pouvoir en parler. Mais je crois, Émilie, que le jour où tout le monde comprendra que les mots, les paroles soulagent et que c'est important de pouvoir dire plutôt que de garder ça, parce que si on le garde pour soi, soit on se fait du mal à notre corps et on a des mots M-A-U-X, soit ça se retourne à un moment donné contre quelqu'un d'autre par un acte violent. Garder pour soi quelque chose de mal, c'est se ronger de l'intérieur de toute façon. Donc ça lui a certainement fait du bien de vous le dire, puis ça vous fait du bien de nous le raconter. Exactement. Et nous, à qui on va pouvoir le dire? Venez me voir, Brigitte. On va venir vous voir. Mais en Afrique, il y a ce qu'on appelle les arbres à palabres, où les gens se réunissent entre eux autour d'un arbre et parlent. Et ça n'existe plus tellement chez nous. Où est-ce qu'on discute? Il y avait les bistrots, mais c'est devenu tellement cher. Il y a Twitter maintenant. Non, ça marche pas. Moi, j'y crois pas. Non, mais moi non plus, je plaisante. Nous, on arrive quand même à faire ce qu'on appelle des apériputes. Ah oui. C'est-à-dire que, sympa, je ne connaissais pas.
C'est-à-dire qu'on arrive à se regrouper, bon, grâce aux réseaux sociaux, on se connaît à peu près toutes. Hein. Bon, entre celles qui sont escortes, celles qui font du web ou des actrices porno, enfin voilà, hein, on met tout le monde dans le même sac. Et on arrive à se retrouver par ville et on parle. Dans un premier temps, on aime bien se retrouver, et grâce effectivement à Médecins du Monde ou AIDS, qui sont toujours là pour nous, c'est vrai. Et ils nous ont déjà beaucoup aidés là pendant le confinement, parce que sachez tous qu'on a été confinés, nous, et on n'a pas travaillé. Ben oui, c'est normal. Hein, vous avez, c'était très très dur. Vous auriez pu faire du télétravail. C'était pas évident. On a pu mettre en place certaines cagnottes quand même. En visio quand même. On peut. C'était pas pareil. Hein. C'est vrai, mais c'est possible. Bah, disons que à ce moment-là, les seules personnes qu'on a pu avoir ou pu toucher, c'était les plus tarés et les plus pervers. Oui. C'est-à-dire que on a passé tellement d'années à expliquer aux hommes qu'il fallait mettre la capote justement pour éviter le sida, que à ce moment-là, on a senti tous les pervers de la terre qui sont venus vers nous à nous demander du naturel ou des pratiques que l'on ne fait pas. Et j'ai trouvé ça abominable, cette période. C'est curieux, ça. Pendant le confinement, vous voulez dire que ça a déclenché une sorte d'ouverture pour tout ce qui est un petit peu... Parce qu'en fait, toutes les plus précaires d'entre nous étaient quand même obligées de travailler, c'est vrai. Oui, bien sûr, d'accord. Et celles qui avaient un peu plus les moyens ont vraiment stoppé. Bon, ça, c'était une bonne chose. Mais c'est vrai que celles qui étaient vraiment, vraiment précaires et qui ont dû travailler ont pu exprimer aux autres que effectivement, elles étaient obligées d'accepter des demandes qu'elles n'auraient pas acceptées avant. Et j'ai trouvé ça très, très, très dommage. Ils ont profité de la crise, c'est ça, pour demander des choses qu'ils n'auraient pas osé demander avant. C'est terrible parce qu'on voit bien que le confinement a provoqué de la violence familiale, de la violence sexuelle, de la violence terrible. Oui. Effectivement. Mais déjà, on avait prévenu tout le monde avec cette loi des pénalisations des clients. Ça avait commencé déjà comme ça et on nous avait pas entendus. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu un rapport qui nous a donné raison en disant qu'il y avait strictement aucun bénéfice. Oui, je sais. J'ai vu ça, oui. Et il y a eu strictement aucun bénéfice et on avait raison et il n'y a pas de retour en arrière. Je trouve ça très dommage. Et on continue à se battre. Hein. Il faut. On se bat. Il faut, mais je crois que tout le monde s'en fout, Émilie. Malheureusement. Ah mais non. Enfin, je veux dire, dans la majorité silencieuse s'en fout. Je veux dire, quand je dis tout le monde s'en fout, c'est de ça dont je voulais parler. Oui, mais on essaye quand même de réveiller. Vous avez raison. C'est une loi stupide qui n'a aucun sens et qui ne sert à rien. Absolument, et qui sert juste à précariser les plus précaires déjà. Voilà. Et qui ne règle pas le problème des IST, enfin, c'est ça qui les aggrave. Bien au contraire. Oui, je sais. Bien au contraire. Je sais bien, mais vous savez sans doute que j'ai beaucoup travaillé et lutté contre cette loi, mais malheureusement, elle est passée. Mais on a encore bon espoir, on va continuer à se battre. Mais il faut. Merci en tout cas, Émilie, de votre témoignage, merci beaucoup. Je vous en prie, à très bientôt. Au revoir. On va se retrouver dans un instant, toujours sur Sud Radio 0826 300 300. Et nous sommes en compagnie de Jean-Charles Bouchou, aujourd'hui psychanalyste, psychothérapeute, auteur de nombreux livres. Et moi, j'aime beaucoup aussi Chevaucher le dragon. Ah oui, dans Chevaucher le dragon, je parle beaucoup de sexualité. Oui, absolument. Ça représente une grande partie du livre. Et justement, vous parlez aussi de la perversion, de la spiritualité. Oui. Vous faites le grand écart. Hein. Il y a une sur partie un dragon, c'est normal. Oui, qui s'appelle d'une sexualité libertine à une sexualité sacrée. Exactement. Voilà, et c'est grâce à ce livre d'ailleurs que vous êtes revenu dans cette émission. Voilà, merci beaucoup. Il y a 3 ans, je crois. Hein, oui. C'est ça. Nous étions allés au Cap ensemble, rappelez-vous. Bien sûr. Où là, évidemment, on parle de sexualité un peu plus hors norme. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Je vous en prie.
Alors, allez-y, je vous en prie. Écoutez, pour en venir un petit peu à tous ces sujets et à la sexualité, aux abus, aux pervers, j'avais envie un petit peu d'apporter mon témoignage dans le sens où effectivement j'ai été abusée enfant. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment traité dans la mesure où je suis quelqu'un qui est plutôt de la résilience et qui a toujours été très forte. Et au final, j'ai rencontré mon ex-compagnon qui avait ce profil de pervers, manipulateur, narcissique, je dirais, et qui m'a fait énormément souffrir. Alors, ce qui m'a attiré chez lui au départ, je pense que c'est un peu la notion du père, peut-être, ce genre de choses, des carences que j'avais eues dans mon enfance. Et au final, après toutes ces souffrances, ces douleurs, et où j'ai fait un burn-out, une grosse dépression, une grave dépression, où j'ai eu même envie de mettre fin à ma vie, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et on en revient à se dire que lorsqu'on rencontre ce genre de personnage, ça vient vraiment aussi beaucoup de l'enfance. Oui, et quand vous dites ce qui vous a attiré chez lui, mais je crois que ce qui lui l'a attiré chez vous, c'était justement cette faille dans laquelle il a pu s'engouffrer ardemment. Exactement. Donc ça a été très 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 douloureux parce que effectivement on a toujours une apparence de quelqu'un de très forte et puis d'un coup on tombe sur un personnage qui au fur et à mesure vous détruit et abuse de vous dans tous les sens du terme, quoi, vraiment. C'est de l'abus moral, l'abus sexuel, de l'abus et pour se sortir de ça c'est très compliqué et on en revient vraiment après à faire un travail assez faramineux, douloureux, qui nous remène à nous-mêmes, à notre sexualité, à des incompréhensions, et puis après on essaye d'avancer sur le chemin, quoi. Oui, vous disiez, à un moment vous disiez je suis résiliente, donc je n'avais plus besoin de travailler sur ce sujet. Alors quelquefois, c'est ce que j'avais compris. Oui, c'est ce que vous aviez pensé. En réalité, tout était refoulé et demandé à se dire. Et je me demande parfois si on ne va pas chercher justement quelqu'un qui va nous pousser à bout, nous faire craquer, pour nous obliger, comme s'il y a cette conscience inconsciente, si j'ose dire, qui nous pousse à aller travailler. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la véritable résilience se fait une fois que la chose a été, digérée. Mais alors moi, pour pouvoir la digérer, il faut pouvoir la voir en face, et pour pouvoir la voir en face, il faut pouvoir la dire. Et c'est ça que vous avez fait. Vous l'avez fait, j'ai presque envie de dire, grâce à ce pervers narcissique. Mais exactement, c'est vraiment, alors je rebondis sur ce que vous dites, c'est qu'au final, aujourd'hui, avec beaucoup de recul dans ma vie, je me sens beaucoup plus libre, j'ai appris à m'aimer, à m'accepter, et effectivement, je me dis que si je n'étais pas passée à travers cette personne, quoi, avec toutes ces douleurs, j'aurais pas fait ce travail sur moi-même, et il y aurait toujours eu alors, ces petites craintes, ces angoisses. Je vais dire exactement les mêmes choses, mais je vais les dire autrement. Je crois, Frédéric, que vous pensiez être très forte parce que vous aviez réussi, a priori, comme ça, à assumer les abus sexuels que vous avez subis durant l'enfance. Donc vous pensiez être très forte. Il fallait donc quelqu'un de plus fort que vous pour vous casser et pour que vous puissiez enfin vous reconstruire. Et donc il fallait un pervers narcissique, parce que c'était pas un homme lambda. Vous seriez restée forte en apparence, je dis bien. Exactement. Mais rien n'aurait bougé. Donc c'est vrai qu'il a su casser toutes vos défenses. Et ça a certainement été terriblement douloureux et ça a été certainement long pour vous reconstruire. Mais je pense qu'en effet, c'est un beau parcours. Bah oui, complètement, parce que vraiment, quand je vous dis que j'en suis arrivée pendant de nombreuses années à ne plus avoir goût à la vie, alors que je suis quelqu'un de plutôt pétillante et qui aime beaucoup converser et partager, j'en suis arrivée à un moment donné à me dire, c'est bon, tu t'en vas, quoi, tu pars, tu sers à rien. Et quand on en arrive à ça, et même à vouloir passer à l'acte, et qu'au final il y a cette force intérieure qui une petite voix qui nous dit non, il y a peut-être encore un espoir, il y a peut-être encore quelque chose, et qu'on commence à faire ce travail sur soi et qu'on se rend compte, voilà, qu'effectivement. Mais voyez, Frédéric, votre témoignage, je trouve qu'il fait écho au témoignage d'Émilie. Est-ce qu'on disait il faut parler, il faut dire, et il faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide.
exactement ça. Parce que tout seul, on croit qu'on est fort, mais ça ne sort pas réellement. C'est exactement ça. Et en général, les profils comme moi, on est plutôt du genre à plutôt écouter les autres et à toujours avoir les réponses entre guillemets à tout. Parce que c'est un peu notre façon à nous peut-être de faire notre thérapie. Et je pense que oui, j'ai attendu de nombreuses années. Il a fallu vraiment que je me casse les dents et que je sois cassée par cette personne pour comprendre que j'avais besoin d'aide. Et pour enfin appeler au secours et à l'aide et de faire ce travail avec toute une équipe et qui m'ont porté, quoi. Et qui m'ont fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et aujourd'hui, vous vous aimez ? Ah oui, ouais, en fait, il y a plein de choses qui ont changé. C'est assez surprenant parce que moi, je suis beaucoup dans la psychologie, mais aussi beaucoup dans tout ce qui est développement personnel, énergie. Et au final, j'ai fait un très, très gros travail sur plein de choses. Et ouais, effectivement, ce qui est assez rigolo, c'est qu'avant, j'ai toujours été considérée comme une belle femme. Et moi, j'étais toujours... j'avais jamais confiance et je me disais, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'ils racontent les gens ? Et au final, aujourd'hui, je me considère comme une belle femme, mais dans toute sa... intérieur et extérieur. Voilà, c'est-à-dire vraiment complète. Je me sens complète, voilà. Alors que c'est quelque chose qui pour moi était totalement impossible avant. Donc oui, je suis heureuse parce que je m'aime, parce que j'ai compris aussi qu'il y a plein d'erreurs et plein d'attitudes que j'ai pu avoir ou des paroles que j'ai pu dire qui en fait étaient des formatages par rapport à mes blessures. Donc j'ai su aussi me pardonner, mais avec beaucoup de bienveillance, en me disant que voilà, parce qu'on a tendance aussi à être dur avec soi-même quand on s'aime pas. Et moi c'était le cas. Et au final maintenant j'arrive à arrondir les angles. Donc c'est vraiment... c'est du bonheur de pouvoir ne plus de plus avoir cette dureté envers soi-même et d'apprécier, de pouvoir se dire je m'aime et je me le dis régulièrement. Des fois je me dis on doit me prendre pour une narcissique, mais c'est intérieurement je me parle vraiment parce que j'ai compris que j'avais mes qualités, mes défauts, mais que c'était ainsi et que j'étais malgré tout une belle personne. Pas malgré tout. Pourquoi ce malgré tout, Frédéric ? Oui, le malgré tout, voilà. Que il reste une petite... Ah non, mais il y a encore plein de choses à faire, ça c'est sûr. Encore une petite zone d'ombre, là. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a mal compris le mot narcissique. Oui, être narcissique, c'est se chercher à l'extérieur de soi, dans le regard de l'autre ou dans le reflet du miroir. Si vous vous centrez sur vous-même et que vous cherchez à l'intérieur de vous, c'est le contraire du narcissisme, quoi. Vous voyez ? Oui. Voilà. Donc vous avez bien raison, vous êtes le centre de votre vie. Moi je me rappelle quand on était gamin, on nous disait mais pour qui tu te prends ? Tu te prends pour le centre du monde ? Bien aujourd'hui je peux enfin répondre oui, je suis le centre de mon monde et tout ce que je vous souhaite, c'est d'être le centre de votre monde à vous. Ah, je vous remercie. Mais oui, exactement. Être le centre de mon monde. Et de vous ouvrir. Parce que une fois qu'on est le centre de son monde à soi et qu'on est bien, à ce moment-là vraiment on s'ouvre et on accueille l'autre pour ce qu'il est. Et non pas pour ce qu'il pourrait nous apporter. Et on ne rencontre plus de pervers narcissiques. Exactement. Mais exactement, et justement à ce propos, ce qui est assez surprenant, c'est que je suis célibataire, je peux toujours considérer que je le suis, mais avant j'avais toujours ce besoin, dès qu'on avait une attention sur moi, en tout cas qu'on me témoignait de l'affection, je n'avais pas cette pas la force, mais je dirais que vous en aviez besoin, bien sûr, vous en aviez besoin. Mais c'est du passé tout ça. Merci Frédéric pour ce témoignage. Merci beaucoup Jean-Charles Bouchou. À très bientôt et merci à tous d'avoir témoigné aujourd'hui.